On va passer à nos intervenants suivants, nos intervenantes suivantes. Ce sont Céline Tisser et Coralie Le Calvez. C'est l'autre moitié de l'équipe pédagogique de Sanurne, Santé numérique, Université de Rouen-Nice. Et elles vont vous présenter donc un débat sur les usages et regards critiques de l'intelligence artificielle dans l'enseignement en santé. Voilà, c'est terrible. J'ai récemment lu un papier sur l'apprentissage par compétences de Jacques Tardif et je trouve que la réflexion que l'on a eue sur l'IA accompagnant l'innovation dans l'enseignement en santé, ça met tout à fait avec sa philosophie. Et Tardif souligne l'importance de développer des compétences qui préparent les étudiants à résoudre des problèmes complexes et adapter leurs connaissances à des situations variées. Un aspect fondamental donc dans le domaine de la santé. Et finalement, en utilisant l'IA pour personnaliser l'apprentissage, nous pouvons suivre le progrès individuel et offrir des exercices ciblés qui renforcent non seulement les connaissances théoriques, mais aussi les compétences pratiques. Et ces technologies permettent aux étudiants de pratiquer, de récupérer des scénarios cliniques dans un environnement virtuel sans risque, favorisant ainsi une maîtrise compétente avant les stages cliniques réels, par exemple. Et c'est un exemple aussi concret de la manière dont l'IA peut être utilisée pour mettre en œuvre les principes d'apprentissage par compétences préconisés par Tardif. Et les plateformes comme Osmosis ou Lecturio, par exemple, montrent déjà comment l'IA peut révolutionner la pédagogie et cela démocratise aussi l'accès aux ressources pédagogiques. Un étudiant dans une région éloignée peut recevoir un enseignement de qualité similaire à celui d'une grande université. Mais ça fait des concepts, tu ne trouves pas? Écoute, je trouve qu'effectivement, c'est une avancée. Je comprends ton enthousiasme, mais moi, je suis embêtée parce qu'en premier lieu, je trouve que ça pose des questions sur la vie privée des gens. Les plateformes d'IA, elles collectent des données sensibles sur les étudiants, notamment leur comportement, leur performance. Shoshana Zuboff, qui est professeure émérite à la Harvard Business School, elle écrit dans l'âge du capitalisme de surveillance, elle met en garde en fait, contre l'exploitation des données à des fins commerciales. Les outils d'IA, elles enregistrent des interactions, des répétitions d'exercices, voire des données biométriques, si on utilise des simulateurs immersifs, et souvent sans transparence suffisante. Et son idée, ce qu'elle met en avant, Zuboff, c'est que, en fait, après, les entreprises vont vendre ces données. Ça pose des risques parce qu'on va pouvoir créer des profils, ça influence l'accès à certaines opportunités éducatives et professionnelles. Et puis, en cas de fuite de données, il y a des informations personnelles ou académiques qui vont être compromises. D'ailleurs, c'est pour protéger ces données et les utilisateurs que l'IA Act est rentré en vigueur en août 2024. Ça renforce en partie le RGPD. Des principes comme la minimisation des collectes des données personnelles visées par le RGPD, ça contredit l'essentiel des IA actuelles. D'ailleurs, on a montré que les IA comme ChatGPT de FMI, ça ne répond pas aux 12 exigences clés de l'IA Act. Moi, je trouve que c'est un problème. D'ailleurs, le cadre réglementaire de l'IA Act classe les applications de l'IA en 4 niveaux de risques différents en fonction de leur impact potentiel sur la société des individus. Inacceptable, élevé, limité et minimal. Chaque niveau mène à un degré différent d'implémentation et d'exigence, c'est normal. Mais le problème, c'est que ça, c'est en Europe. Et ce n'est pas sur les données, par exemple, de OpenAI. Ça t'inquiète pas, ça? Alors oui, c'est un enjeu important et évidemment, il faut des garde-fous, mais c'est difficile d'ignorer tous ces bénéfices. Et d'ailleurs, l'Université de Montréal travaille énormément sur l'enseignement et l'apprentissage par IA. Ils expliquent que plus largement, les systèmes d'IA, et plus particulièrement les systèmes d'IA génératifs, constituent des outils prometteurs pour l'enseignement et l'apprentissage dans toutes les disciplines, pourvu qu'on envisage une utilisation pertinente, éthique et responsable qui vise à développer les capacités cognitives des humains plutôt qu'à les remplacer. Puis, si on veut aller encore plus loin, on peut dire que l'IA peut également réduire la charge administrative des enseignants et automatiser les tâches chronophages. Ils passent actuellement beaucoup de temps sur des tâches répétitives, correction d'évaluation, suivi administratif, gestion de groupe. Et par exemple, elle peut corriger des examens ou gérer des plannings de cadre de santé même, permettant donc à ces professionnels de consacrer plus de temps aux interactions humaines. Et aussi, si je peux te donner un autre exemple, des outils comme Gradescope permettent déjà une correction rapide et précise d'évaluation écrite avec des feedbacks immédiats.
Alors, c'est vrai, tu as raison, c'est ce qu'on a vu depuis ce matin, hein. On a vu l'amélioration, même Loïc Martin tout à l'heure en parlait, c'est-à-dire, effectivement, on se dégage du temps administratif, on passe plus de temps vers l'humain, mais en quel prix? Moi, je me demande, tu vois, si il y a l'historien Yuval Noah Harari qui avertit que trop d'automatisation, ça pourrait rendre les étudiants dépendants des machines. D'ailleurs, ils le sont et on l'est déjà beaucoup. Et si les étudiants s'appuient systématiquement sur des algorithmes pour résoudre des cas cliniques, comment ils vont développer leur intuition et leur esprit critique, qui est si essentiel aux professions de santé? Hariri, il explique que l'automatisation excessive, ça pourrait entraîner une déprofessionnalisation. Les praticiens deviendraient des simples exécutants guidés par des machines. Ça, c'est quand même assez préoccupant parce qu'il y a des situations cliniques complexes ou imprévues où l'intuition humaine, elle reste cruciale. Tu vois, par exemple, je pense à des situations d'urgence où le raisonnement clinique qui est développé par les professionnels de santé, il est fondamental pour prendre des bonnes décisions pour les patients. Comment on fait dans ce cas-là si en fait, ils savent que réfléchir? Bah, c'est là où l'IA fait aider justement. Et comme le disait Romain Léguillon juste avant, en confrontant les étudiants à des cas complexes, en les poussant à analyser et réfléchir, l'idée, c'est pas de tout leur donner clé en main, mais de les stimuler. Et l'IA peut permettre aux étudiants de pratiquer dans des environnements réalistes et surtout sans risque pour les patients. Et tu vois, je pense que l'adoption de technologies avancées, donc comme l'IA dans la formation en santé, peut être vue comme une étape vers l'homme augmenté. Un concept exploré par Raphaël Gaillard, psychiatre et écrivain. L'homme augmenté envisage l'utilisation de la technologie pour améliorer les capacités humaines, non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement et émotionnellement. Donc, dans un contexte médical, cela peut se traduire par une augmentation des compétences diagnostiques et thérapeutiques des professionnels de santé grâce à la réalité virtuelle et à l'IA. Et ces technologies permettent une formation plus efficace, une prise en charge de décisions améliorées en situation clinique, augmentant ainsi la qualité des soins. Et comme tu le disais, par contre, il est essentiel de maintenir une réflexion éthique rigoureuse sur ces avancées. Et comme le souligne toujours Gaïa, nous devons nous assurer que ces technologies sont utilisées de manière à respecter et à promouvoir l'humanité dans les soins de santé plutôt que de la remplacer. Cela signifie que l'IA et la réalité virtuelle doivent être des outils qui soutiennent les médecins ou encore les enseignants et non qui les supplantent, permettant ainsi de préserver l'empathie et la compréhension humaine qui sont au cœur de ces domaines. Je vois où tu veux en venir et je suis en partie un peu d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a quand même un problème. Tu vois, je trouve que l'idée de l'homme santé, ça propose des perspectives intéressantes, surtout dans le domaine, et ça soulève quand même des questions fondamentales sur les dépendances croissantes aux machines. Comme le met en avant Gaillard, cette augmentation pourrait nous éloigner des compétences essentielles en médecine qui reposent sur la clinique, l'intuition et les relations humaines. D'ailleurs, il y a un article qui a été écrit dans le New England Journal of Medicine qui s'intitule Large Language Models and the Degradation of the Medical Record. Et en fait, les auteurs, Liam et Hall, nous alertent sur le fait que l'utilisation d'IA générative pour faire les comptes rendus dans les dossiers médicaux pourrait avoir des répercussions problématiques. Par exemple, la rédaction des comptes rendus, des notes, qui en fait, elles reflètent le processus de réflexion du clinicien. Eh ben, elle pourrait perdre en subtilité et en pertinence si elle est confiée à une IA générative. Ça me fait penser à un autre article que je faisais lire aux étudiants quand je travaillais encore à l'hôpital, qui s'appelait Écrire pour penser le soin, dans lequel l'auteur, qui s'appelle Dominique Friard, qui est un infirmier, il explique que le processus d'écriture, notamment des transmissions, mais aussi des comptes rendus des entretiens avec les patients, c'est un processus de réflexion qui permet de penser le soin qu'on vient d'effectuer. Ce processus réflexif, il est nécessaire pour la construction de la professionnalisation de l'étudiant, mais il est aussi nécessaire pour le professionnel de santé pour sa prise de recul et sur le fait qu'il pour pouvoir continuer à prodiguer des soins de qualité. Déjà, pour moi, ça, c'est un problème. Ensuite, l'IA générative, on voit quand même qu'elle a un langage assez lisse. Si tu utilises ChatGPT, on voit quand même qu'il y a une structure de langage qui est toujours similaire. Et ça risque de produire des notes qui sont un peu moins précises, et puis ça va affecter la qualité globale des dossiers. Et puis, en fait, si nos dossiers sont rédigés avec une IA générative et qu'on utilise ces dossiers pour entraîner d'autres modèles, et ben en fait, on va avoir une dérive des modèles, ça va diminuer leur pertinence. Donc ça, c'est quand même un peu plus embêtant. Et puis après, je reviens là-dessus, hein, mais c'est important pour moi. Les enseignements qui sont trop axés sur la technologie, ben, je pense que ça va déshumaniser la pratique médicale. La compassion, l'éthique, je crois que ce n'est pas des valeurs qui s'apprennent dans les communicateurs,
aussi performants soient-ils. En plus, on sait que ce n'est pas vraiment des outils impartiaux. On sait que les algorithmes ils peuvent reproduire, amplifier les biais présents dans l'algorithme d'entraînement. Ça pose des risques éthiques majeurs, surtout dans des disciplines comme la santé, où les biais peuvent compromettre la qualité des soins ou renforcer des inégalités. On sait à l'heure actuelle que les IA, elles utilisent d'énormes volumes de données qui sont rarement exemptes de biais. Donc, résultat, les IA reproduisent ces biais dans leurs résultats. On l'a vu dans l'algorithme de recrutement d'Amazon, qui discriminait systématiquement les femmes. Il y en a d'autres qui ont dû rétro-pédaler, parce que, par exemple, Microsoft, ils ont dû retirer le chatbot Time après qu'il ait généré des propos haineux, tandis que Google a suspendu son outil de reconnaissance faciale parce qu'il était moins efficace sur les personnes de couleur. On sait que les modèles prédictifs ils sont souvent moins performants que les femmes ou les minorités ethniques parce qu'ils sont entraînés principalement sur des données issues d'hommes blancs. Et si on ne corrige pas ces biais, ben, on risque d'aggraver les inégalités. Je donne un exemple. On sait maintenant que les signes cliniques de l'infarctus du myocarde sont différents chez l'homme et chez la femme. Mais en fait, les données de la science elles sont surtout centrées sur des recherches qui sont faites sur des hommes blancs. Et donc, s'il y a s'entraîne sur ces données, alors l'apprentissage est forcément biaisé. Alors, je comprends cette inquiétude, mais il y a peut-être un assistant, comme on l'a dit, et pas un remplaçant. Prenons l'exemple encore des dossiers médicaux. S'il y a rédigé un brouillon, le clinicien peut le réviser puis ajouter sa réflexion. Et donc, cela permet de gagner du temps tout en maintenant la qualité. Et puis, des outils comme ChatGPT sont loin d'être parfaits. Justement, leur utilisation incite les utilisateurs à réfléchir davantage pour vérifier la pertinence des résultats. Ouais, mais ça suppose que les cliniciens aient le temps et les compétences pour vérifier ces brouillons. Et en réalité, on sait très bien que sur le terrain, la surcharge de travail, elle va les pousser à accepter des propositions de l'IA sans assez de recul. Bon, et puis, j'insiste sur ce point, mais je pense que les enseignements qui sont trop axés sur la technologie, ça déshumanise la pratique médicale et la pratique en sciences de la santé. Comment on apprend l'éthique, l'empathie ou la compassion dans un simulateur? Alors, oui, je suis d'accord que l'humain reste central et l'IA n'est pas une solution parfaite, mais elle représente bien plus qu'un outil puissant et c'est un peu comme un collaborateur artificiel qui peut transformer l'enseignement en santé. Alors, bien sûr, il faut garder le contrôle, avoir une régulation adéquate, une approche éthique, et avec tout ça, nous pourrons tirer le meilleur parti de ces technologies. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'IA doit primer. J'aime bien ta formule du collaborateur artificiel. Ça me rappelle les propos d'Harari qui définit l'IA non pas comme un outil, mais comme un agent et capable d'analyser, de créer et de décider. Tu vois, la différence, c'est qu'un outil, par exemple, un marteau, il fait rien si tu ne sollicites pas. Il ne va pas te demander si tu veux planter un autre coup. Alors que l'IA, oui, elle va te faire des propositions que tu n'as pas sollicitées. On le voit souvent avec ChatGPT à la fin de ses réponses. À une demande, il fait une proposition qui fait suivre. Un peu comme si ton marteau te demandait si tu as besoin de quoi planter, ou si tu as besoin d'aide pour savoir où et comment les planter efficacement. Je sais que vu la vitesse de développement des IA génératives, ça va être compliqué de ne pas les utiliser, et on sait d'ailleurs que les étudiants l'utilisent déjà beaucoup, mais sans garde-fou. À minima, il faudrait que les étudiants soient formés pour à les utiliser avec un regard critique, pour comprendre un peu les limites, mais aussi l'importance de préserver les aspects humains du soin comme l'éthique et la compassion. Oui, tu as raison, Céline. L'IA n'est pas un marteau passif, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Et si elle peut proposer des idées ou anticiper des besoins, c'est justement parce qu'elle analyse des données en continu. Et c'est là où l'IA peut aussi évoluer. En intégrant des bases de données plus diversifiées, on peut réduire ses biais et rendre l'IA plus équitable. De plus, les biais humains existent déjà dans la pratique médicale. Ils sont bien plus documentés dans le diagnostic ou les prescriptions. Et l'IA, si elle est bien conçue, peut aussi aider à identifier et corriger ces biais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, pourquoi pas, mais tu vois, tu parles de contrôle humain. Est-ce qu'il est vraiment assuré? Est-ce que les professionnels et les étudiants ils seront en mesure de critiquer des décisions ou des analyses présentées par des algorithmes? Harvey parle du danger de transférer trop de confiance au système algorithmique. Les éleveurs auront un peu d'autorité incontestée. Si les étudiants deviennent dépendants de ces outils, il y a un risque de diminution de leur esprit critique. Et comme on l'a dit, dans les métiers de la santé, c'est nécessaire d'avoir un esprit critique. Sinon, tu peux risquer la vie d'un patient, en fait. Et tu sais, moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'en fait, l'IA, ça ne pense pas. Ça aligne des mots les uns à la suite des autres, selon un système complexe de probabilité. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on constate des aberrations dans ces réponses. Je ne sais pas si tu te souviens de la fois où j'ai demandé à ChatGPT la différence entre un œuf de cheval et un œuf de poule.
et qui m'a listé toutes les différences sans revenir sur le fait que le cheval est un mammifère. Si tu n'as aucune connaissance sur le sujet que tu viens travailler avec l'IA, eh bien, tu ne peux pas avoir de regard critique. Et donc, tu risques de croire tout ce qu'elle te dit. Et tu vois, en plus, bon, on a vraiment cette sensation que l'IA, elle pense. Et j'ai remarqué là, dernièrement, sur ChatGPT, commence à mettre des emojis dans la conversation. Et je me dis que ça le rend encore plus humain. Et donc, finalement, plus dangereux, car on oublie que c'est une IA qui ne pense pas. Oui, je te l'accorde et ça fait parfois un peu peur. Et aussi, oui, il faut développer cet esprit critique chez les étudiants et c'est justement pour cela qu'un enseignement mixte, combinant IA et pédagogie humaine, est essentiel. Les catchments virtuels pilotés par IA peuvent servir de tremplin pour des discussions critiques en groupe, par exemple. L'enseignant conserve son rôle d'accompagnant, mais avec un outil qui amplifie sa capacité à illustrer des scénarios réels, sans compter que l'IA est déjà là, autant en tirer parti plutôt que de la laisser s'imposer sans encadrement. Ouais, mais ça revient à s'adapter à un outil dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences. Les systèmes d'IA sont très variés, ils ont un point commun. Leur fonctionnement interne et leurs résultats sont difficiles à expliquer. Pas seulement pour le grand public, hein, mais aussi pour les experts. On qualifie même l'IA de voie courante, c'est bien mystérieux et un peu inquiétant. Et pour l'instant, l'IA explicable en situation complexe n'existe pas encore. Seuls les algorithmes simples existent, mais finalement pas pour les cas qui nous intéressent. Et puis, au-delà des questions de contrôle ou d'encadrement, pour moi, il y a des questions de priorité. Quelles valeurs voulons-nous transmettre aux futurs professionnels de santé? Est-ce qu'on forme des techniciens hyper performants ou des soignants qui soient capables de comprendre la complexité humaine? Est-ce que l'IA, ça peut enrichir les compétences techniques? Ça, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'elle va enrichir les compétences relationnelles, la réflexion éthique, la compassion? Alors oui, c'est vraiment que tu me poses la question parce que j'ai récemment lu une recherche des universités de Californie, Johns Hopkins et du Bryn College, excuse-moi pour mon accent, qui ont évalué la capacité de ChatGPT à répondre de manière qualitative et empathique aux questions de patients. Et pour cela, en fait, ils ont utilisé une sélection aléatoire de 195 échanges de Reddit d'octobre 2022 où des médecins ont répondu aux questions des patients. Et les réponses de ChatGPT ont été générées en décembre 2022. Ensuite, des professionnels de santé ont évalué anonymement ces réponses et celles des médecins, notant la qualité de l'information et l'empathie sur une échelle de 1 à 5, puis comparer les scores entre le chatbot et les médecins. Dans plus de 78% des 585 évaluations, les réponses de ChatGPT ont été préférées à celles des médecins. Les réponses du chatbot ont été jugées significativement plus qualitatives que celles des médecins. Nous pourrions utiliser ces technologies pour former les médecins à la communication centrée sur le patient. Et d'ailleurs, cela me rappelle le projet IA4OCR d'Alain Percival et Cyril Delot qui utilisent des patients de synthèse pour aider les étudiants en médecine à améliorer leurs compétences en communication. En fin de compte, ce n'est pas une question de choisir entre l'IA et l'humain, mais de trouver une synergie qui maximise leurs forces respectives. C'est intéressant cette idée de synergie et je serais tentée, tu vois, mais elle reste conditionnelle et un encadrement parfait et une adoption réfléchie. Malheureusement, on a constaté dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, que les avancées technologiques, elles s'imposent souvent plus vite que la régulation et la réflexion éthique. Par exemple, l'histoire du nucléaire, elle illustre comment une technologie révolutionnaire qui a été adoptée rapidement sans réflexion éthique ni régulation adaptée peut entraîner des conséquences irréparables, comme les armes atomiques, la prolifération incontrôlée ou les catastrophes écologiques. Ce parallèle, c'est juste pour souligner l'importance pour l'IA, comme pour toutes les innovations technologiques, d'établir des garde-fous pour protéger nos valeurs humaines face aux promesses d'efficacité technologique. Il me semble qu'on doit être vigilant pour ne pas sacrifier les valeurs fondamentales de la santé sur l'autel de l'efficacité technologique. Oui, l'IA n'est pas une solution magique, elle représente une opportunité que nous pouvons ignorer avec un cadre éthique et solide et un engagement à préserver l'humanité au cœur du soin. Elle peut transformer l'enseignement de manière positive. Je ne suis pas sûre de partager ton optimisme. Plus je réfléchis et je lis sur les IA, et plus je suis dubitative par rapport à l'avenir. Alors certes, c'est une avancée dans des tâches chronophages, mais il me semble qu'il faut d'abord se demander en quoi est-ce utile pour nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que l'IA nous apporte et qu'est-ce qu'elle nous retire. Ça me fait penser, parce qu'on en a parlé un petit peu de l'impact technologique tout à l'heure, on en a pas encore parlé là, dans nos discussions, et Loïc notamment l'a abordé juste en chiffres.
Selon Shaolei Ren, chercheur à l'université de Riverside en Californie, une réponse de ChatGPT d'une centaine de mots à une requête serait particulièrement énergivore, notamment en eau. Cela revient à consommer une bouteille d'eau et à allumer 14 ampoules LED pendant 1 heure. C'est énorme, je ne trouve pas. Alors moi, je crois qu'avant de nous lancer, il est nécessaire de nous assurer que cette transformation ne compromette pas les valeurs fondamentales de la santé, comme l'éthique, la compassion et l'autonomie des soignants, mais aussi que cette technologie ne vienne pas mettre en péril notre humanité qui est déjà, et notre terre qui est déjà bien malade. Merci Céline pour toutes ces réflexions. Merci Coralie. Nous, on vous montre la vie nuancée de ChatGPT sur l'usage et l'enseignement en santé. Voilà, et on va vous proposer un petit book là, à vos téléphones, avec quelques petites questions. Donc, soit vous pouvez scanner le QR code, soit vous allez directement sur le site de WooClap si vous êtes sans téléphone ou avec ordinateur. Donc, c'est quelques petites questions de réflexion par rapport à ce dont on vient de discuter. Alors, à la première question, les enseignants doivent-ils rester les principaux décideurs dans l'élaboration des contenus pédagogiques, même s'il y a proposé d'alternatives plus efficaces? À 56%, votre réponse est un équilibre entre les deux. Donc, et sinon, que l'humain doit garder le contrôle. Donc, on voit bien qu'une IA sans contrôle ne vous convient pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir sur cette première remarque dans la salle? Non? On va passer à la deuxième alors. Donc la question, c'est peut-on enseigner des compétences éthiques et relationnelles comme l'empathie ou la prise de décision en situation d'incertitude à travers des outils basés sur l'IA? On attend la fin des votes, mais on a une large majorité pour l'interaction humaine. Alors que comme Coralie le disait tout à l'heure, il y a des études qui ont été faites sur les interactions d'un chatbot avec des patients et qu'en fait, le chatbot montre plus de compassion et d'empathie que les médecins. Et vous n'êtes pas médecin. C'est un biais. Donc la troisième question, c'est l'éthique en médecine doit-elle évoluer pour s'adapter à l'introduction de l'IA dans les pratiques pédagogiques? Ah, les scores sont plus serrés sur cette question-là. Donc on a quand même 3%, donc une personne concrètement, qui répond que les principes éthiques actuels sont suffisants. Et pour les autres, soit on doit intégrer ces nouvelles dimensions, soit ça va nécessiter des discussions approfondies. Donc on entend que la très grande majorité pense qu'il y a quand même la nécessité de s'adapter à l'introduction de l'IA, parce que c'est un changement majeur dans les pratiques de santé. C'est bien ça, si je résume? Ok, ben, merci pour cette question. On va terminer. Et on va vous demander en fait d'associer un mot à l'éthique dans l'apprentissage avec l'intelligence artificielle par rapport à un enseignement humain. Ça va générer un nuage de mots. On vous laisse faire, tu peux mettre le mien. On a inutile quand même qui arrive, mécanique, dépendance de la civilisation. On a des mots qui sont quand même assez forts, je dirais. Alors, Terminator est peut-être une plaisanterie, mais en fait, ça va quand même dans l'idée d'un... C'est pas du tout une plaisanterie, hein. J'ai pas tapé, moi, mais il y a une vision potentiellement Terminator, ça c'est Oui, clair. tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est de voir un peu la réflexion qu'on peut avoir, parce que on a tendance, comme le disait Loïc tout à l'heure, à avoir, vu ça fait pas très longtemps que les outils d'IA, et notamment l'IA générative, elle est accessible au grand public. Donc, on a tendance à avoir envie de la tester un peu tout azimut. Et le fait est que, quand même, on voit qu'il y a la nécessité d'une réflexion éthique sur les pratiques qu'on a. Et il faut vous rendre compte surtout que la notion, je sais pas qui est la personne qui a écrit inutile, mais malheureusement, c'est trop tard.
c'est déjà dans les pratiques. Je sais pas, moi j'ai dû partir un petit peu entre l'intervention de Stéphane Canu et ensuite, mais faut vous rendre compte que déjà dans des outils d'interprétation des images de santé, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont opérationnels et qui sont approuvés par la FDA, qui est l'organe états-unien de régulation. Et donc, alors c'est très inquiétant parce que alors ils font mieux en termes ils font moins de faux négatifs que l'humain, ce qui veut dire que quand ils considèrent que le test, en l'occurrence une test d'image pour le cancer du col utérin est normal, donc ils vont considérer que l'image est normale et parfois ce n'est même pas relu par un humain. Donc c'est toute la question que tu posais tout à l'heure. Donc là, on est au-delà de l'éthique. C'est des pratiques, comment dire, des pratiques de santé qui sont en train d'évoluer de façon drastique. C'est la même chose sur des images en hématologie, par exemple. Il y a des interprétations, ou même des images normales de radiologie aussi, de plus en plus, qui sont utilisées dans des cabinets privés, ne serait-ce qu'en France, hein. Alors là, je crois que normalement, il y a une relecture humaine, mais il faut vous rendre compte que euh, on a dépassé le cadre de l'utilisation, je dirais, un test fait par un professionnel de santé dans son coin. On est déjà dans un monde où l'intelligence artificielle, alors surtout sur l'image, hein, plus que sur le texte, est complètement intégrée dans la pratique industrielle. Donc, alors, si vous me demandez est-ce que c'est inquiétant, je vous répondrai oui. Donc, c'est pour ça que transhumanisme, c'est un très bon terme aussi. Euh, Surtout quand vous voyez, comme il s'appelle, Elon Musk, qui est quasiment le vice-président des US. Oui, oui, on a le droit d'être inquiet, quoi. Merci Stéphane. On va peut-être demander s'il y a des questions dans la salle avant de passer à l'intervention de Stéphane. Oui.